Alors, bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 octobre 2025. Nous sommes dans la logique de notre réaction ou de nos réactions à la présidentielle qui a lieu au Cameroun le dimanche 12 octobre 2025. Au moment où nous vous parlons, les candidats retenus à l'occasion de cette élection sont déjà en campagne, depuis un peu plus d'une semaine. Et donc, nous avons choisi une thématique qui nous permet d'élucider une certaine suspicion qui pèse sur l'opposition en ce moment. Et nous avons intitulé le direct de ce jour présidentiel 2025, soupçon d'infiltration dans l'opposition. Nous n'avons pas dit soupçon d'infiltration de l'opposition, mais dans l'opposition. Vous comprendrez dans la suite de nos débats, de nos échanges, de notre analyse, pourquoi nous avons formulé ainsi nos thématiques. Alors, nous allons la structurer en quelques points saillants. Le premier point, c'est la fabrication d'une opposition de convenance. Je l'ai souvent dit, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je l'ai dit clairement, il y a eu, après l'élection présidentielle de 92, une nouvelle configuration de la classe politique camerounaise. Donc le premier point, c'est la fabrication d'une opposition de convenance. Le deuxième point, c'est l'instrumentalisation communautariste du peuple. L'instrumentalisation communautariste du peuple. Le troisième point, c'est l'aggravation de la corruption comme instrument de muselage des velléités de contestation. Aggravation ou accentuation de la corruption comme instrument de muselage des velléités de contestation. Le quatrième, c'est la création continue d'une fausse élite politique. La création continue d'une fausse élite politique comme instrument de ruse politicienne. Le cinquième point, c'est la réduction au silence des aspirations politiques. Le cinquième point, c'est la réduction au silence des aspirations politiques, que nous pourrions qualifier d'authentiques. Le septième point, comment comprendre les cas en présence dans la présidentielle en cours? Nous serons donc vers l'achèvement de notre analyse. Et là-dedans, nous allons étudier 3 cas précis. Les nouveaux produits politiques en course, les anciens produits politiques en course et la volonté de rupture. Notre conclusion portera sur la citoyenneté et la conscience politique. Merci de nous accorder ce moment. Nous avons une obligation de formation pédagogique. Il faut dire que l'État au Cameroun est né sous un prisme particulier. Est-ce qu'il faudrait rappeler ici pour la jeune génération que le Cameroun, à côté de certains autres pays africains, s'est illustré comme une grande nation, un grand peuple au moment des indépendances. On va même jusqu'à dire que, mis à part la Namibie, aucun autre peuple ne s'est montré aussi farouche que le Cameroun dans la défense de l'intégrité de son territoire. Donc, pourquoi je fais ce bref rappel historique? C'est pour nous amener à comprendre les dispositions particulières que le colon a dû prendre dans le cas du Cameroun.
Vous savez, il faut faire attention lorsque vous avez un enfant dont l'intelligence est manifeste et que vous exposez. Les méchants, entre guillemets, peuvent prendre des dispositions pour hypothéquer sa vie, pour hypothéquer son avenir. Ce parallèle que nous faisons permet de comprendre ce qui est arrivé au peuple camerounais. Avant les indépendances, pendant la colonisation, le peuple camerounais a montré une unité et une conscience politique remarquable. Ce qui a poussé notamment la métropole française à réfléchir sur les moyens de diviser, de casser cette dynamique. Et vous verrez que tout au long de l'histoire politique du Cameroun, c'est la technique qui a été utilisée. Mais pour ne pas nous faire très long sur ces considérations préalables, je voudrais que nous revenions aux années de retour à la démocratie, comme on a appelé, avec ce qui a été baptisé le vent de l'Est. Le vent de l'Est. Il faut dire que le président actuel du Cameroun, M. Paul Biya, est un conservateur du plus haut point. Il ne s'est jamais, mais alors jamais, préparé à une idée d'ouverture démocratique pluraliste. Mais très futé, très malin, lorsqu'il a été poussé à accepter la démocratie, il a d'abord laissé faire. C'est-à-dire que la première attitude a consisté, pour lui, à se mettre à dos des turiféraires du régime RDPC. Vous vous rappelez encore la marche qui avait été organisée par des gens comme Emma Basile pour dire non à la démocratie précipitée. Quelque temps seulement après, ils étaient étonnés de l'annonce faite par le chef de l'État, Paul Biya, qu'il fallait que le RDPC se prépare à la compétition démocratique. Alors, les analystes de l'époque avaient cru voir en cela une sorte de désaveu. Ils avaient dit que le président Paul Biya avait désavoué les turiféraires du RDPC. Non, c'était là le début de sa stratégie. Il n'avait pas désavoué le RDPC. Il leur avait passé un message subliminal. Il leur avait dit, il n'est pas intéressant que nous montrions aux yeux du monde notre refus catégorique de la démocratie. Nous allons contourner savamment cette chose-là, pour autant qu'elle veuille vraiment s'imposer à nous du dehors. Alors, la découverte a été assez sanglante pour le RDPC et son chef, lorsqu'en 92, je l'ai dit la fois dernière, l'opposition a gagné l'élection présidentielle. Je précise encore, je n'ai pas dit ici, comme on dit souvent, que Froundi avait gagné l'élection présidentielle, mais moi je considère le score de l'opposition, qui était un peu plus de 60%, toute l'opposition réunie, comme une victoire. Évidemment, dans ces conditions-là, nous reconnaissons que l'opposition avait gagné l'élection de 92. Mais c'est là que tout a donc véritablement commencé. Et les enfants disent c'est là que le massacre commence. Comment le massacre a commencé? Comment il s'est organisé? Première chose, fabrication d'une opposition de convenance. Il faut vous rappeler ici que parmi les figures de proue de l'élection présidentielle de 92, vous avez des gens qui ont participé directement, mais vous avez aussi des gens qui ont participé de manière indirecte. Je voudrais citer quelques grands noms de cette opposition à l'époque. Bello Bouba Maïgari, Augustin Frédéric Kodok, Dakole Daïsala. Je vais m'arrêter à ces trois noms d'abord et vous montrer comment le président de la République s'est organisé
pour que ces trois figures majeures de l'opposition lui soient acquises, ou soient acquises à sa cause, même en se présentant comme des opposants. La première chose que le président Paul Biya a faite, c'est qu'il s'est rapproché de Bello Bouba bien avant, alors que Bello Bouba était encore du côté du Nigeria, et il lui a tendu la main fraternelle en lui rappelant leur paternité commune, leur filiation commune. C'est ainsi que, donnant des garanties au président nigérian de l'époque, le président Paul Biya a fait revenir au Cameroun le ministre d'État actuel, Bello Bouba Maïgari. Il lui a accordé un certain nombre de faveurs et il l'a aidé, entre autres, à prendre la tête d'un parti politique d'opposition qui existait déjà, l'UNDP. L'idée étant ici de communautariser l'UNDP. Parce que à cette époque-là, l'UNDP est vraiment une union nationale démocratique pour le progrès du Cameroun, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Les figures de cette union UNDP sont connues. Samuel Eboa est la figure la plus marquante. Alors, l'idée ici, et le plan qui a été mis en jeu, était de renverser Samuel Eboa, de donner l'UNDP à Bello Bouba, à côté de certains de ses frères comme Issa Tiroma, Antar Gassagaï et autres, afin d'isoler l'UNDP et d'en faire un parti communautariste, un parti du Nord. Et Bello Bouba, dans la pensée de Biya, était donc chargé d'adoucir les consciences de ce côté-là, d'assurer une certaine stabilité du pouvoir de ce côté-là. Passons. Augustin Frédéric Kodok, qui est-il? Augustin Frédéric Kodok est un monsieur qui a quitté le Cameroun en compagnie de monsieur Paul Biya dans le même avion et d'un autre monsieur qu'on appelait Fumanakam. Ces témoignages, nous les avons d'une personnalité particulière. En fait, Ruben Oumniobe avait organisé le voyage de Kodok pour la France, où il devait aller poursuivre ses études, revenir servir les intérêts du parti nationaliste UPC. Alors, dans cet avion-là, Kodok et Biya, qui se connaissaient déjà, ont davantage tissé leurs liens. Ils vont séjourner en France ensemble et tisser une grande amitié. Kodok est d'ailleurs signataire comme témoin sur l'acte de mariage qui unissait le président Paul Biya à sa première épouse, Jeanne-Irène Biya. Donc, vous comprendrez que c'est de grands amis. Kodok et Biya sont de grands amis. Et ça, le peuple ne le sait pas. Vous comprendrez par la suite comment Kodok va sauver Paul Biya lors de l'élection législative de 92, qu'il perdra évidemment une fois de plus. Parce que la majorité des députés se trouvant du côté de l'opposition, Paul Biya avait besoin de certains ralliements et deux partis se sont ralliés à lui, au RDPC, notamment l'UPC, mais également le MDR, de Dakole Daïsala. Dakole Daïsala qui est un autre ami du président Paul Biya. Donc, depuis lors, il est dans les habitudes du président Paul Biya de faire des préfabriqués opposants qui lui permettent, quand il est en difficulté, de s'en sortir. Deuxième point que nous abordons, c'est l'instrumentalisation communautariste du peuple. Je vous ai dit que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à l'époque de la colonisation. Le peuple camerounais a montré une unité de pensée qui a déstabilisé le colon. Malheureusement pour ce peuple-là,
ce qui devait constituer une force, c'est-à-dire nos tribus, a été instrumentalisé pour constituer aujourd'hui notre plus grande faiblesse, malheureusement. Rappelez-vous ce discours de Ruben Oumiobe à l'endroit de son frère compatriote André Marimbida, à qui il disait « Nous ne devons pas nous servir de nos tribus comme moyen de lutte politique. » Malheureusement, c'est ce que le régime a donc utilisé. C'est-à-dire que sans qu'il y ait de vraies souches de tribalisme au Cameroun, sans qu'il y ait véritablement de conflits communautaires, on a fabriqué un régime dans lequel les gens se croient obligés de défendre la communauté plutôt que la nation. Regardons en premier lieu l'organisation administrative et politicienne de notre État. Quand on nomme quelqu'un ministre, il est davantage présenté comme le ministre de sa communauté. On le célèbre chez lui et accessoirement dans sa belle famille. Ça peut être une femme ministre qui est célébrée dans la famille de son mari et dans son village. Les cas sont légion. Je me rappelle une ministre qui est de la région du Sud et qui a épousé un Bassa. Après qu'elle a été nommée ministre, il fallait bien qu'elle aille célébrer quelque part. Les Bassa étaient convaincus que c'était leur ministre, puisqu'elle porte un nom Bassa. Mais ils se sont surpris à la voir célébrer à Ibolova. On leur a rappelé que non, elle a beau être la femme d'un Bassa, mais elle est originaire d'Ibolova. J'ai pris cet exemple, pas pour stigmatiser la ministre elle-même en question, non, elle n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Et c'est ainsi la ritournelle. Ça peut être des directeurs généraux, des généraux d'armée, jusque dans des corps aussi sensibles que l'armée, vous verrez ce genre de choses. On va célébrer au village et prendre des engagements politiques vis-à-vis de sa communauté. Et vous verrez que les ministres qui ont semblé durer le plus auprès du président Paul Biya, c'est pas ceux qui ont fait du bien à leur communauté, forcément, mais c'est ceux qui ont pu assurer à Paul Biya la victoire dans les zones dont ces ministres et directeurs généraux étaient ressortissants. Vous comprendrez rapidement ce qui se fait en ce moment, où tous les directeurs généraux, toute l'élite administrative, tous les ministres battent en retraite dans leur village. Lorsqu'on les nomme comme, c'est pas représentant permanent du RDPCI et autres, c'est chacun qui est nommé dans son village. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'instrumentalisation communautariste du peuple. Du coup, le peuple camerounais regarde les nominations à ces postes-là comme étant des récompenses politiques. D'ailleurs, un ministre nous disait qu'on n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion familiale. Sinon, il vous donne l'os. C'est comme ça qu'il avait dit. Ou même il ne vous donne rien. Donc, il y a eu cette instrumentalisation communautariste sur laquelle nous reviendrons. Mais le troisième point qui est très intéressant, c'est l'accentuation de la corruption comme moyen, comme instrument de muselage des velléités de contestation. L'autre technique que le régime RDPC et son chef utilisent depuis 1990, notamment après l'élection de 92, c'est de laisser les gens voler. Les gens volent à ciel ouvert et ils volent beaucoup. On les laisse voler parce qu'on sait que plus tard, lorsqu'ils voudront se constituer en contestataires du régime, on va leur brandir leur dossier noir, leur dossier sale. Mais on va plus loin. On favorise les mauvaises pratiques économiques. Le Cameroun est champion dans le système qui consiste à ne pas livrer les marchés publics. Vous gagnez des marchés publics, vous ne livrez pas, mais vous êtes payé.
Sauf que cela laisse des traces. Une fois que vous vous êtes senti, parce qu'en général, les hommes politiques, les élites politiques se créent à la suite d'une certaine émergence économique. Parce qu'il faut que vous compreniez le lien. C'est lorsqu'économiquement on se sent assez stable qu'on veut se constituer comme élite politique. Alors, le piège du régime actuel ici consiste donc à s'assurer qu'au moment de la construction de votre tissu économique, vous avez laissé beaucoup de saleté sur votre chemin. Et ce sont ces salissures qui vous seront donc reprojetées ou projetées à leur figure le moment venu, lorsque vous aurez l'éveil de conscience politique. Donc c'est voulu, c'est entretenu. Et pour ceux qui sont du système et qui pourraient un jour se sentir suffisamment étoffés pour ambitionner de devenir des concurrents, on les laisse également gérer des dossiers qui ne sont pas clairs pour que le moment venu, on brandisse ces dossiers-là. Le quatrième point, c'est la création continue d'une fausse élite politique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ce que ça signifie, c'est que Paul Biya ne pouvait pas se contenter de ses vieux amis. Lui, il vit très longtemps. Les Kodok et autres sont morts. Il fallait bien renouveler la classe politique. Comment a-t-il procédé? La technique a consisté à repérer des jeunes gens qui avaient une certaine facilité d'expression, qui avaient déjà acquis une certaine notoriété, et de leur injecter une idée dans la tête, celle de jouer le rôle de politicien de convenance. Le premier point que nous avons évoqué. Du coup, au Cameroun, on a des infiltrés qui sont des élites politiques fabriquées par le régime et qui apparaissent aux yeux du peuple comme étant des opposants et qui entraînent une grande partie du peuple. Vous les reconnaîtrez à leurs attitudes. Je suis particulièrement accusé de ne pas soutenir la jeune élite politique camerounaise. Je vais rapidement répondre sur ces points-là. Actuellement dans notre pays, et je le dis de manière péremptoire, il n'y a aucun candidat jeune à l'élection présidentielle sérieux. Je dis bien aucun candidat jeune à l'élection présidentielle de 2025 n'est sérieux. Au cas par cas, vérifié, c'est des gens qui ont été fabriqués. Prenons quelques cas. Moi, j'ai été séduit par le beau discours de Yodi Hiram. Je le cite, celui-là. Alors, je l'ai regardé de jour, mais je l'ai regardé également de nuit. Et je me suis demandé, d'où vient-il? Où était-il? Est-ce que vous pensez, vous ce peuple, de manière sérieuse, que quelqu'un qui veut être candidat à l'élection présidentielle d'un pays comme le Cameroun, peut jaillir de nulle part à 3 mois d'une élection présidentielle? Non, ne me le dites pas. Moi, Niemek, je suis 10 fois plus populaire que Hiram. Je le suis. Et je serai candidat, sauf que je construis cette présence-là devant. Je vais la construire. Comment Hiram a fait? C'est un blagueur. Il a trouvé ses 30 millions. Hiram pense qu'il peut gagner l'élection, qu'il peut même obtenir de quoi se faire rembourser, c'est-à-dire le minimum de 10%. Non. Que fait-il là? D'où vient-il? Qui est-il? Qui est derrière lui? Voilà les questions qu'il faut vous poser. Moi, je ne connais même pas le village. J'entends qu'il serait de la zone de Bassaï. Je ne connais même pas de quel village il revient. Il ressort. Alors, il y a un autre là, c'est Saxton, qui sort du même village qu'Akeremouna. Mais voilà un illustre inconnu. Il est même proche du ministre de l'administration territoriale. Il partage le même village. Mais
On est allé le ramasser aussi pour qu'on dise qu'il y a un anglophone candidat. Mais est-ce que ce jeune homme, sérieusement, pense qu'il a sa place? Qui connaît celui-là? Ainsi, nous pouvons faire déjà la liste de tous ceux qui ne sont pas du tout connus. Mais d'où viennent-ils? Que font-ils dans cette élection présidentielle? Ils font deux choses. Ils troublent l'eau pour qu'on ait l'impression qu'il y a eu un jeu politique et renforcer en cela les résultats, entre guillemets, qu'aura acquis le candidat du RDP, c'est M. Paul Biya. Parce que quand il sera dit que M. Paul Biya a affronté 11 autres candidats que lui-même à l'élection présidentielle, et il les a battus, alors il aura une plus grande légitimité. Mais demandez-vous comment des individus peuvent ramasser autant d'argent pour venir se balader, déposer 30 millions. Non. Deux récompenses les attendent. La première récompense, et vous les reconnaîtrez à cela, c'est que c'est des gens qui, pour la plupart, feront partie du prochain gouvernement. Lorsqu'ils auront reconnu la victoire du président Paul Biya, ils seront donc enrôlés dans le gouvernement qu'on a appelé d'union nationale, de large ouverture. C'est ce qui se prépare. Mais revenons aux anciens. Ceux que j'appelle les anciens, ils sont 5. Je mets Bello Bouba Maïgare. J'y mets Issa Tiroma Bakare. J'y mets Joshua Oshi. J'y mets Tomaino Ndamjoya. Et j'y mets Cabral Libi Lingué. Alors, dans ce quintet d'anciens, Cabral est déjà ancien. Il est jeune en âge, moins jeune que Iodi et autres, mais il est ancien parce qu'il est à sa deuxième participation à l'élection présidentielle. Alors, interrogeons-les du plus petit au plus grand. En termes de résultats, Tomaino Ndamjoya est la plus petite parce que c'est sa première participation, mais je la mets dans le groupe des anciens parce qu'elle a un long parcours politique. Tomaino Ndamjoya donne des garanties d'une femme politique sérieuse. Quand vous voyez son parcours, plusieurs fois, elle a pris des initiatives pour organiser une sorte d'union de l'opposition. Donc, elle ne fait pas partie, de mon point de vue, des infiltrés. Le moins important, Joshua Oshi. Joshua Oshi refuse toute alliance. Toute alliance. Mais comment on peut aller dans une compétition avec pour idée de renverser un régime, dont le régime de M. Paul Biya, en poste depuis 43 ans, et s'interdire de manière radicale toute alliance avec les autres opposants, au motif que, Joshua le dit, eux, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont tellement travaillé qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre vienne récolter à leur place. Donc, ils refusent les alliances. Non. Ils travaillent pour le régime. C'est son rôle de refuser les alliances pour être de ceux qui vont, quelque temps après, déclarer le candidat Paul Biya élu. Ben, son petit frère en âge, mais son grand frère, sur le plan du poids politique, Cabral Libi, n'est pas loin de là. C'est un frère, je ne dis pas un frère, mais quand j'écoute son discours, mais mon frère Libi, tu ne peux pas gagner l'élection présidentielle de 2025. Tu ne peux pas la gagner. Tu as dit en 2018 que c'est un opposant qui avait gagné. Un opposant peut la gagner. Pourquoi? Toi, tu as un poids politique, Libi. Et je le reconnais. Un réel poids politique, mais tu ne peux pas gagner. Mais pourquoi conserver ce poids politique pour toi seul et nous retrouver dans une situation où tu n'auras pas gagné et dans le même temps, tu n'auras pas gagné l'élection, mais tu auras contribué à faire perdre l'opposition. Comment le comprendre? Comment comprendre, oui, que
tu veux à tout prix être candidat. Mais candidat pour perdre. Candidat pour t'assurer que les voix de l'opposition ont diminué. C'est merveilleux quand même. Si moi j'avais la conviction que Cabral Liby pouvait gagner cette élection présidentielle, je dirais, mettons-nous tous derrière Cabral. Mais non seulement Cabral ne peut pas la gagner, mais encore, s'il venait à être désigné comme candidat consensuel, Cabral n'aurait pas suffisamment d'étoffe pour revendiquer sa victoire. Malheureusement. Il nous reste donc 2 candidats. Et je vais les classer de cette façon. Je vais parler d'abord de Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari est un grand poids politique, mais il n'est pas sérieux non plus dans cette élection. Et je vais en donner la preuve. Bello Bouba a eu la démission la plus controversée. Jusqu'à présent, la lettre de démission de Bello Bouba n'a pas circulé. On nous a dit qu'il avait démissionné, d'autres disaient qu'il n'avait pas démissionné. On était un peu dans une sorte de labyrinthe, un flou artistique, un clair-obscur. Ensuite, rappelez-vous que c'est poussé par les militants de son parti, lors du dernier congrès, de la grande réunion, que Bello Bouba a décidé enfin de se séparer de la plateforme qui l'unissait au RDPC. Des informations venues de l'intérieur font état de ce que c'est la base militante qui a imposé cette attitude à Bello Bouba. Très ami à Paul Biya, on se dit qu'il est très mal à l'aise. Il a été très mal à l'aise dans cette posture. Donc, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il est un agent infiltré. Et le dernier, Issa Tiroma Bakari. Alors, on me dira, et lui, il n'est pas infiltré. Ce que je pense de Issa Tiroma, c'est que c'est un homme entier. Quand il faut faire le mal, il le fait totalement. Quand il décide aussi de faire le bien, il le fait totalement. C'est-à-dire, c'est l'homme des extrêmes. Personne ne peut s'engager pour le mal ou pour le bien autant que Issa Tiroma. C'est pour cela que personnellement, j'ai le sentiment que Issa Tiroma s'est trouvé mal à l'aise avec ses amis d'hier, vraiment mal à l'aise, et il s'est révolté. Il s'est révolté tout en se disant que le moment de Paul Biya est fini, que l'époque de Paul Biya est finie, cette occasion. Donc, la candidature qui me semble, non pas que Issa Tiroma n'ait pas servi le régime, non pas qu'il n'ait pas beaucoup d'acquaintance avec Paul Biya, bien au contraire, je le pense, mais je pense dans le même temps que Issa Tiroma fait partie des gens qui ressemblent à Macky Sall au Sénégal, qui ayant travaillé avec Abdoulaye Wade, bien travaillé, ayant occupé de grandes fonctions, a quand même eu l'ambition de renverser Abdoulaye Wade. Et il y est allé. Et il a renversé. Il a pris son courage. Et une fois qu'il a renversé, vous connaissez toutes les misères qu'il a créées à la famille Wade, notamment au fils de Wade qui était ministre du ciel et de la terre. Il y a donc des gens comme ça qui sont à côté de vous et qui se disent que si vous ne respectez pas leur personnalité, à un moment donné, ils peuvent vous faire ça dur. J'en viens à penser que Issa Tiroma Bakari est donc le candidat qui est déterminé à faire ça dur à Paul Biya. Ça, c'est ma pensée légitime en ce moment. Le candidat déterminé à faire ça dur à Paul Biya s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et lui, il présente des garanties de quelqu'un qui pourrait défendre bec et ongle sa victoire s'il avait la conviction qu'il a gagné l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un de tempérament de Bello Bouba. Bello Bouba est de tempérament très mou. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours préféré la conciliation, les concessions. Issa Tiroma est un guerrier. Il est avec vous
quand il faut être avec vous, il charbonne. Mais quand vous l'énervez, il va de l'autre côté. Et il charbonne encore de ce côté-là. C'est pour cela que si je devais donner mon orientation, parce que nous sommes effectivement à une semaine de l'élection présidentielle, je dirais que je souhaite que l'opposition se réunisse autour de ce candidat-là. Ne serait-ce que pour qu'à un moment donné, on croit que l'opposition n'est pas totalement vassalisée. Mais ce serait aussi pour le peuple un bon geste, un grand geste. Le peuple attend cela de cette opposition-là. Si ce tournant est perdu, je vous prédis des jours qui seront très difficiles pour toutes les personnes qui sont dans la posture d'opposant. Ce seront des jours vraiment difficiles parce que cette victoire qui sera donc forgée à coup d'argent et de tout ce qu'on voit sur le terrain va bien demander qu'il y ait des gens qui payent la facture. La situation économique du pays va s'aggraver. Vous voyez tous les faux chantiers qu'on a lancés à la veille de l'élection présidentielle pour nous convaincre de la capacité du régime actuel à bien faire les choses. Nous-mêmes, enfants, on nous disait qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Pour moi qui ai été éleveur, on ne nourrit pas la poule le jour du marché parce que dans cette posture-là, elle peut vous créer beaucoup plus de difficultés. Il faut que son estomac se soit calmé pendant que vous l'envoyez au marché. Donc, ces chantiers qui pilulent, le coût même estimé à près de 70 milliards de francs de la dépense pour cette élection présidentielle, ça c'est même des coûts officiels parce que nous qui voyons l'argent circuler, nous imaginons qu'ils sont au moins à 3 fois ce montant. Ça circule abondamment. Donc, rendu à cette date, toute personne, toute élite, tout leader d'opposition sérieux devrait quand même se prononcer. Et moi, je n'ai pas varié d'un iota là-dessus. Je ne pense pas que le candidat Paul Biya ait encore quelque chose à démontrer pour l'élection qui arrive et encore moins pour la gestion de l'État. Est incapable de battre... Bon, il est incapable depuis longtemps de battre campagne. Depuis au moins 2011, il ne bat plus véritablement campagne. Mais sa présence aussi est devenue un objet de satisfaction chaque fois qu'il apparaît. Donc, je pense que le Cameroun n'a pas besoin d'être géré de cette façon-là. Sérieusement, je pense que le Cameroun a besoin d'un homme qui s'engage. Et au président Tiroma, si vous veniez à être élu président de la République du Cameroun, je vous souhaite un mandat court. Je vous souhaite un mandat court, pas parce que je souhaite qu'on vous renverse. Je souhaite que ce soit un mandat de transition. Honnêtement, je souhaite que votre connaissance et votre maîtrise de l'appareil politico-administratif vous aident à mieux structurer notre État, à mieux structurer nos institutions et à ouvrir réellement le jeu démocratique. C'est ce que je souhaite que vous fassiez. Parce que des gens comme moi arrivent alors pour être de vrais candidats de l'opposition le moment venu. Mais vous êtes notre Jean-Baptiste. Vous n'êtes pas le Jésus. Tiroma, vous n'êtes pas le Jésus, vous êtes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui montre la voie et le Christ vient faire le travail. Il faut avoir en pleine conscience cela. Alors, je voudrais, et c'est lui que j'ai présenté donc comme le candidat qui a la volonté de rupture, vous l'aurez compris. Et je voudrais clore notre direct de ce jour en évoquant la citoyenneté et la conscience politique. J'estime, et ça peut s'observer, qu'au fil des ans, au fil du temps, la conscience politique du peuple camerounais s'est effritée, s'est amenuisée,
s'est rétréci comme peau de chagrin. Les Camerounais ont perdu la volonté de participer aux décisions politiques. C'est vrai que ça a été voulu, mais on a cédé trop facilement. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui parlent politique de cette façon. Vous savez que même moi-même, hein, ce que j'entends dire constamment, n'as-tu pas peur d'être tué, des choses... Ben, on est rentré dans ça. Mais moi, je vais être honnête, je n'ai pas reçu de menaces dans ce sens-là, on va te tuer. Non, je ne vais pas inventer de menaces que j'aurais reçues, non. Et je crois que je n'en recevrai pas. Je leur fais moins mal que d'autres. Mais je me suis plutôt rendu compte de la facilité avec laquelle ces gens réussissaient à gagner à leur cause des gens qui se présentaient comme des opposants. Des proches à moi ont tous les jours cédé à la facilité de l'argent, à la cupidité. Et finalement, je me suis retrouvé comme tout seul, hein, comme si vous aviez été abandonné par un groupe. Mais comme je ne marchais pas, ou je n'ai pas mes positions, mes postures par rapport à quelqu'un, je ne suis pas découragé, je reste droit dans mes bottes, je reste focalisé, je fais le petit travail que je fais. Si d'aventure quelque chose devait se produire en bien ou en mal, ça aurait été le destin. Mais je pense également que ces gens-là, ils doivent se dire qu'il y a des gens qui sont nés probablement avec une étoile qui leur permettrait d'apporter quelque chose de nouveau à ce pays. Parce qu'eux, ils n'ont pas été gentils avec nous. Hein. Ils n'ont pas été corrects avec nous. La peur ne peut pas être notre manière d'exister finalement. Nous devons rompre avec ce genre de réflexe. Oui, j'ai de la famille, moi j'en ai même une très grande. Oui, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais tous ceux qui sont morts avant moi, c'est pas parce qu'ils avaient émis des idées politiques. Hein. Et tous ceux qui mourront avant que je ne meure, ce ne sera pas du fait des idées politiques. Donc, moi, je pense que je peux conserver mes idées politiques qui ne sont pas favorables au régime actuel et vivre. Pourquoi? Et puis, qui sont-ils pour déterminer qui doit vivre et qui doit mourir? Donc, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été adressées. Pourquoi c'est après 23 ans que Issa Tiroma Bakari se révolte? Très bonne question. Non. Je vous ai dit qu'il y a des gens entiers. Il y a des gens, si vous l'invitez à aller faire le mal, ils se montrent plus engagés que tout le monde. Si vous l'invitez également à construire, il se montre plus engagé que tout le monde. C'est la nature de l'homme. Si vous m'avez suivi, je n'ai pas la même moralité que Issa Tiroma Bakari, non. Moi, je crois qu'il faut rester correct toute sa vie et ne jamais vaciller. Mais je vous dis, la personnalité de Tiroma, c'est laquelle? C'est que s'il est avec vous, il est totalement avec vous. Vous verrez, vous avez des amis comme ça. Vous provoquez la bagarre quelque part, il se mêle de la bagarre, il lutte plus que vous. Alors, moi, je ne suis pas de ce genre. Si tu provoques ta bagarre, je te dis arrête. Si tu continues, tu vas bagarrer seul. Parce que moi, je ne me mêle pas à ce qui n'est pas juste. Mais Issa Tiroma, donc, vous comprendrez. Lui, c'est que si son ami a un problème, même si son ami a tort, il va avec son ami. Donc, c'est des personnes qui sont dans les extrêmes. C'est ça le problème. Ça n'a pas une affaire d'âge. Issa Tiroma peut encore changer demain, mais il va encore changer à l'extrême. L'occasion qu'il lui a donnée aujourd'hui, c'est d'aller de l'autre côté, à l'extrême. Et je vous avais dit dans le dernier direct que j'ai fait, qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un autre président, même qui a travaillé avec Paul Biya. Parce que je le réitère, aucun Camerounais ne pourra plus jamais faire souffrir les Camerounais autant. Plus jamais. Parce que les Camerounais ne pourront plus jamais laisser quelqu'un aller plus loin que ça. Ça, il faut le savoir. Donc, de toutes les façons, nous n'aurons pas plus mal d'avoir quelqu'un comme celui-là que de reconduire le régime actuel. C'est impossible. Donc c'est une question de choix logique. Entre deux mauvaises choses, il faut choisir la moins mauvaise. Alors, la deuxième question, tu as quel problème avec Cabral et Eto'o? Bon, je vais répondre pour le cas de Cabral parce qu'il est à l'élection présidentielle. Le cas d'Eto'o, c'est une diversion. Il n'est pas candidat. Il n'est même pas camerounais. Donc, les Espagnols ne sont pas des Camerounais. Donc, et selon le code de nationalité, le
code électoral, un Espagnol ne peut pas être candidat à l'élection. Donc, vraiment, il ne faut pas me distraire avec ce genre de choses. Mais, parlons de Cabral. Je vous ai dit, Cabral, par exemple, pour l'élection actuelle, je l'ai dit, il sait qu'il ne peut pas gagner. Il sait que la seule façon de gagner, c'est de coaliser. Mais de coaliser avec quelqu'un qui a une base solide et qui a la capacité de faire peur au régime. Cabral ne fait pas peur. Cabral, c'est l'enfant des femmes Ndongo, des Magloire Ondoa et autres qui vont dire petit, il faut laisser. C'est Tabi, Jean Tabi, mon excellent papa, Jean Tabi Manga, recteur, qui a recruté Cabral. Donc, Issa Tirom peut engueuler, peut insulter femmes Ndongo, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? C'est ça en fait. Donc, c'est pas un problème avec Cabral. Mon problème, c'est que Cabral, le sachant, parce que c'est un garçon très intelligent, s'entête quand même à aller seul. Bon, d'où lui vient l'idée qu'il doit aller seul? Que parce qu'il a travaillé quoi? Parce qu'il voyage quelquefois dans les villages au Cameroun. C'est ça, travailler? Et donc, c'est plus important que de sauver le pays. C'est plus important que de sauver le pays parce que Cabral a beaucoup voyagé. Je ne vais pas en dire plus sur lui, je ne connais pas sa base électorale. Nous sommes tous deux d'Union Ekele. On va se voir lors des élections législatives et municipales, lui et moi, dans l'Union Ekele. Là, ce sera une autre paire de manches. Pour le moment, je dis qu'il n'est pas le candidat favori pour battre Paul Biya. Et si Cabral d'aventure venait à battre Paul Biya, Cabral ne serait pas capable de revendiquer une telle victoire. C'est le problème que j'ai avec lui. Bonsoir Blériot. Si jamais un parti politique te propose un poste, pour qui accepteriez-vous? Non, un parti politique ne me propose pas. Il n'y a pas de poste dans les partis politiques. Vous voulez dire que est-ce que j'accepterais peut-être d'être candidat sous la bannière d'un parti politique? Oui, bien évidemment. Le parti qui est dans mon cœur a été charcuté et détruit depuis longtemps. Il est même dans le cœur de tous les Camerounais, l'UPC. Maintenant, il n'existe plus. Deux frères du même village l'ont dépecé comme un éléphant qu'on a trouvé mort en brousse. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume. Je vous ai souvent dit, je ne l'ai pas caché, que j'étais de la souche de la famille de Ruben Oumiobe. Pas pour dire que l'UPC est la propriété de Oumiobe, non. C'est la propriété du peuple camerounais. Mais moi, étant de la souche, évidemment, je me sens beaucoup plus mal de voir ce que des faux héritiers ont fait de l'héritage des pères fondateurs de l'UPC. Et là, j'ai mal. Je pourrais donc à l'occasion me faire porter par un autre parti qui montrerait beaucoup plus de sérieux et me présenter ne serait-ce que déjà à aux élections législatives ou municipales. Je pourrais le faire. Je n'ai pas encore opéré un choix dans ce sens-là. Lorsque la chèvre met bas un premier petit, elle le lèche d'abord avant d'accoucher un second. Pour le moment, il faut d'abord résoudre le problème de l'élection présidentielle du week-end prochain, de dimanche prochain. Lorsque nous l'aurons résolu, nous verrons comment les choses vont se redessiner. Ça, c'est pour cette question-là. Donc, évidemment, mon idée ici est de reconnecter les Camerounais à la chose politique. Et moi, je veux pas ce discours sur la jeunesse. Ces scissions, la politique qui serait l'affaire des jeunes d'un côté qui s'opposerait aux vieux de l'autre. Non. La jeunesse n'est pas un état définitif. Vous êtes jeune pour un temps qui ne dure même pas trop longtemps. Alors, si vous me votez parce que je suis jeune, dans 10 ans, je ne serai plus jeune. Que devient la confiance que vous m'avez faite? Une autre question. Tu as quelle capacité de te présenter comme candidat je crois à l'élection présidentielle, c'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas quelle capacité il faut avoir. Hein. Une chose est sûre, je ne suis pas un amuseur public, je ne suis pas un amuseur de la galerie. Au Cameroun, on a vu toute espèce de personnes aller se présenter. Hein. Vous avez connu un certain Jean Dieuga, qui a être quelqu'un qui est compris, quelqu'un qui a une idéologie. Ça, c'est déjà la base. J'ai un parcours que j'aurai le temps de présenter. Et puis, économiquement, je me bats tous les jours pour constituer ma propre base économique.
je vais déjà vous annoncer que moi, lors de ma candidature, il n'y aura pas de quête pour payer la caution. Non, il n'y aura pas ce genre de choses. Je vais payer moi-même ma caution, c'est-à-dire prendre sur moi le fruit de mon travail. Si je perds, je perds. Je ne vais pas vous inviter à vous cotiser pour que je paye. C'est pas pour lancer un défi à qui que ce soit. J'y travaille. Quand vous tenez à quelque chose, vous travaillez à cela. Donc je vais payer moi-même. Il n'y aura pas un cabinet noir qui va me donner 30 millions. Et d'ailleurs, je me prépare même à payer plus que 30 millions parce que les connaissants, d'ici 2000, je sais pas, 32 ou avant, ils peuvent dire que c'est désormais 50 millions. Donc il faut être prêt. Pourquoi les opposants sont toujours chiches dans leurs meetings? Moi je crois que c'est une question que j'ai prise aussi comme ça pour amuser la galerie. On ne va pas dans un meeting pour manger, mais ne serait-ce que de l'eau à boire pour éviter des situations d'hypoglycémie, ainsi de suite. Je crois que les opposants doivent avoir une structure. Et moi, lorsque je serai candidat, vous allez évidemment m'accompagner. Maintenant, si j'ai payé la caution, nous allons ensemble réunir les moyens pour la campagne électorale, qui est onéreuse, qui est coûteuse. Parce qu'il faut des véhicules, il faut du carburant, il faut du personnel, il faut voyager, il faut entretenir les masses populaires qui viennent ne serait-ce qu'avec de l'eau. Et pourquoi pas un morceau de quelque chose, mais il ne faut pas le faire pour acheter les gens. Non, il faut. D'ailleurs, vous allez me voter parce que vous allez penser que je suis utile pour la cause, pas parce que je vous aurais flatté, non. D'ailleurs, depuis les élections qui vont arriver là, je vais engueuler les gens dans l'Union équilibrée pour me voter. Je leur ai dit, mais fichez-moi, quand si vous ne voulez pas voter le meilleur député, le meilleur maire, c'est votre problème, moi je continue ma vie. Je ne vais pas aller vous flatter, hein, que pardon, votez-moi, non. Je vais faire que les hommes seront plus fidèles à leur famille. Rien de cela. Parce que vous êtes déjà habitué à ces discours. On finit de vous les faire et après on vous fait ça dur. Donc vous me prenez de gré ou de force. Parce que je sais que je suis quelqu'un de correct. C'est ce discours. Il n'y a pas de discours de flatterie avec moi. Et à l'élection présidentielle, c'est le même discours. Votez, et ce sera dur. Une fois que je serai à la tête, je vais vous traiter durement. Parce qu'on doit redresser ce pays. On a un pays à bâtir, on n'a pas des gens à flatter. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Alors, nous sommes dans un processus et je vous prie, pour le temps qui nous reste, rendez-vous massivement dans les lieux de retrait de vos cartes électorales et participez massivement à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Participez activement. Ne laissez pas les choses se décider sans vous. Nous reverrons très prochainement. Je vous invite à vous abonner très massivement sur mes différentes plateformes, notamment ma chaîne YouTube Pierre Blériot Niemek officiel. Faites-le, abonnez-vous abondamment. Déjà, tout ce qui était ici, reversez-vous là-bas parce qu'on va continuer de travailler. Partagez, likez, activez la cloche de notification tout le temps pour que vous receviez tout ce que je fais. En semaine, j'envoie des sagesses du jour, tous les jours, ce qui n'est pas un petit travail. Mais je vais également mettre sur pied des séminaires de formation, à la fois à la vie de couple, mais également relativement à l'éducation des enfants. Nous comptons, avant notre retour en télévision, parce que nous revenons en télévision, et ce, avec la grâce de Dieu, dans des délais relativement courts. Avant ce retour-là, nous comptons vous entretenir sur ces plateformes de manière continue pour ne pas briser le lien qui nous a si heureusement unis. Je vous remercie d'avoir assisté à ce direct. Il y a eu quelques petits couacs, mais nous avons pu achever dans de très bonnes conditions. Nous nous reverrons très très prochainement et à bientôt, hein, à très bientôt sur mes différentes plateformes. Merci.